Une visite au pas de charge pour Manuel Valls, ministre des Outre-mer. Dans un contexte de crise sociale, économique, démographique et internationale, le ministre a rencontré les principaux acteurs de l'archipel avec l'envie de renouer le dialogue entre l'Hexagone et ses territoires ultramarins. Retour en images. C'est encore retenir justement de cette rencontre avec le Eh bien, effectivement, on attendait en effet l'arrivée du ministre de l'Outre-mer parce que pour nous, c'est la première fois que les Outre-mer ont un ministre d'État, troisième personnalité d'État, qui peut actuellement taper du poing sur la table en fonction des dossiers qui concernent l'Outre-mer. Nous avons une très bonne relation, on s'appelle souvent, on échange quand il y a un problème à gérer et ça se passe bien. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les problèmes que vous connaissez, eau, déchets et compagnie. Il ne suffit pas de faire du bruit sur les réseaux sociaux pour expliquer. Ce qui est important, c'est de travailler, comment trouver des solutions pour satisfaire à la population guadeloupéenne, pour mener à bien les politiques publiques. Et nous avons décidé, le ministre de l'Outre-mer est mort, avec les équipes du préfet, de mettre en place une cellule, et ce sera peut-être pour les autres régions d'outre-mer, pour travailler directement, en plus du SIOM et du contrat de convergence, directement sur les gros dossiers, les gros chantiers, les grosses inquiétudes de notre territoire, pour pouvoir aller plus vite et avoir l'accompagnement du ministre auprès de la région Guadeloupe. Dans un contexte difficile, d'un point de vue économique, et aussi du point de vue des finances locales. C'est vrai pour les collectivités, c'est vrai donc pour la région, qui a fait beaucoup déjà, qui s'est énormément engagée depuis des années, parfois même au-delà de ses compétences, et il le fallait, et puis bien sûr pour l'État. Cependant, il faut continuer à travailler. C'est pour ça que, en effet, nous allons mettre en place les équipes, et pas dans des années, pour les prochaines semaines, pour revisiter, réfléchir les priorités, celle du CCT, bien évidemment, aller chercher aussi des financements européens, Banque des territoires, et puis aussi travailler sur des recettes. Donc, il y a un travail à faire pour gagner en efficacité. Et moi, je souhaite une seule chose, pour ce qui concerne l'action du gouvernement, c'est de répondre aux besoins et aux attentes des Guadeloupéens. En matière de sécurité, c'est incontestable. Et l'État fait les efforts et continuera de faire les efforts en termes de brigades fluviales pour la gendarmerie, de radars, de drones, d'anticipation, de surveillance pour lutter contre la violence générée notamment par le narcotrafic. C'est vrai, mais j'y reviendrai dans les heures et dans les jours qui viennent sur les questions de vie chère. Et puis, moi, je suis inquiet, comme le président, sur les questions de l'eau. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer. Il va falloir que chacun assume ses responsabilités. La région et l'État l'ont fait. Les Guadeloupéens souffrent depuis très longtemps de cette situation. Donc là, il faut que les choses s'améliorent, s'organisent et qu'on règle des questions de gouvernance comme des problématiques techniques, mais qui rendent cette situation insupportable à beaucoup de familles. Et puis oui, on va travailler sur beaucoup de dossiers ensemble. Il y a la confiance, et cette confiance entre Harry Chalut et moi, elle est basée sur la franchise, chacun dans son rôle, mais avec le même souci de l'intérêt général et de répondre aux attentes des Guadeloupéens. Donc fort de cette confiance et de ce franc-parler, on va avancer, et j'espère que vous pourrez en voir, parce que c'est là-dessus qu'on est attendu, sur des résultats. En tout cas, j'ai dit au président que l'État sera là, au rendez-vous, et qu'on dira en effet ce qui est possible comme ce qui n'est pas possible. Mais l'idée est d'avancer ensemble. Justement, comment allez-vous rétablir la confiance entre les ultramarins et l'Hexagone qui a été en pâtit avec la crise Covid, les émeutes de 2021, puis celle de Martinique récemment? Vous me donnez 2 heures. Vous me donnez 2 heures pour répondre là. En tant que ministre, vous avez la possibilité de répondre à chaque collectivité d'outre-mer de cette manière? D'abord, certes, je suis ministre d'État, ancien Premier ministre. C'est important. Cela montre la volonté du Président de la République et du Premier ministre de mettre les Outre-mer à un très haut niveau de priorité. Ensuite, il y a beaucoup d'urgences partout.
évidemment Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, mais aussi ici en Guadeloupe, il y a des urgences de vie chère, de sécurité et aussi, ça a été dit, d'eau. Donc il n'y a que des urgences, bien évidemment. Donc mon rôle est de mobiliser l'ensemble des autres ministères pour être à cette hauteur. Et en responsabilisant, moi je veux que les territoires ultramarins se développent pour eux-mêmes. Bien sûr, la France en bénéficie, mais se développe pour eux-mêmes, ici, dans cet espace régional. Et c'est comme ça qu'on pourra progressivement recréer les conditions de la confiance entre les territoires ultramarins, entre les ultramarins et l'État. Pas en les infantilisant, en appelant chacun à la responsabilité et en travaillant avec un élu de l'envergure d'Harry Chalut, ça permet de bien avancer. Mais il ne faut pas que des mots. Moi, j'ai dit des choses fortes sur la vie chère. J'ai dit aussi des choses fortes sur l'infantilisation. Mais après, il faut des actes. Je suis là pour garantir ces actes.
Bonjour. Monsieur le ministre Lurel, Président, mais messieurs les parlementaires, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président Vial-Collet, je veux saluer évidemment l'ensemble des services de l'État qui sont ici, et puis les acteurs économiques représentés. C'est ma dernière réunion avant de rejoindre la Martinique. Vous avez bien chauffé les choses en parlant de la Sahara. Mais j'ai évidemment, en revenant ici sur ce territoire que je connais, mais cela faisait quelques années que je n'avais pas eu l'occasion de venir, encore moins de manière officielle, mais je reviendrai bien évidemment régulièrement, si le Parlement m'en donne la possibilité, parce que la continuité est évidemment essentielle. Mais moi je pars avec quelques idées forces. Bien sûr, je vais revenir sur les questions que vous avez posées, les dossiers que vous avez mis sur la table, mais au fond, il y a ici des atouts. Je crois qu'il y a une volonté, je l'ai constaté hier avec les filières agricoles, je l'entends aussi avec la proposition. Il y a des atouts, il y a des propositions, il y a une volonté collective d'avancer. Alors, vous avez posé des questions parce qu'avant de parler, c'est vrai, de développement économique, de transformation de cette économie, il faut être capable aussi, et là l'État doit jouer évidemment son rôle, de régler les problèmes qui sont pour l'économie, pour le vivre ensemble, pour l'accueil des touristes, qui sont des sujets tout à fait essentiels. Et d'ailleurs, évidemment, j'ai placé ce déplacement aux Antilles sous le triple objectif, premièrement, de garantir la présence de l'État, l'action de l'État, deuxièmement, de lutter contre la vie chère, et évidemment, de combattre avec beaucoup de force l'insécurité, la violence et le narcotrafic. Et sur ce dernier point, c'est, vous l'avez dit, un point nodal essentiel. Sans cela, il sera très difficile d'aller de l'avant. Et en tenant compte, l'un d'entre vous l'a dit, des deux spécificités, c'est-à-dire qu'il y a une violence endogène. J'ai rencontré hier avec monsieur le préfet, police, gendarmerie et magistrats, qui évidemment sont très engagés dans cette lutte contre les violences. Il y a des phénomènes endogènes propres qui ne sont pas liés à la question du narcotrafic, même si ce dernier évidemment profite de cette situation, qui est la violence des très jeunes, la circulation des armes. Le directeur de la police me disait que pendant le carnaval, une vingtaine d'armes de poing, d'armes de guerre ont été saisies sur des très jeunes. Il faut vraiment mobiliser toute la société guadeloupéenne autour de ces sujets. Je ne cherche aucune excuse. Évidemment, la police, la justice, la gendarmerie, la justice doivent agir contre tout sentiment d'impunité, bien évidemment. Mais nous savons aussi qu'il faut offrir une perspective à la jeunesse. Et puis, il y a la question du narcotrafic qui menace les sociétés antillaises. Et moi, je vais répéter ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ça doit être une priorité pour l'État. Le sujet du narcotrafic est aujourd'hui au cœur des débats. L'Assemblée nationale en débat aujourd'hui, sur la base du texte de loi qui a déjà été adopté au Sénat. C'est un poison qui corrompt les sociétés, qui offre un contre-modèle à une partie, celle de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Et nous savons que la Martinique comme la Guadeloupe sont des routes différentes d'ailleurs vers l'Europe et donc vers l'Hexagone et donc vers l'Europe. Donc il faut plus de moyens pour la justice, plus de moyens pour la police, plus de moyens pour la gendarmerie. Je relais évidemment la demande du préfet lui-même qui est d'avoir un escadron de gendarmerie en plus. Il y en a un à Saint-Martin et il y en a un en Guadeloupe. Et il en faut un de plus pour aider le travail des gendarmes. Le général nous accompagner tout au long de ce séjour. Il faut les moyens techniques sur terre
en mer. Ils ne sont pas suffisants aujourd'hui, ne racontons pas d'histoire. C'est vraiment les côtes qui doivent être protégées. Il y a évidemment des drones, il y a le scanner qui va être très utile sur le port, mais le port se développe et donc il y aura de plus en plus de conteneurs. Bon, donc il faut être en capacité de les surveiller. Je suis conscient de cela. C'est pour moi s'il y avait un sujet, à tort, parce qu'il y en a évidemment beaucoup d'autres, et qu'il faut retenir, c'est l'action dans ce domaine-là. Sinon, la société guadeloupéenne est menacée à terme de s'effondrer. Je comprends ce que cela représente au quotidien pour les Guadeloupéens. Pour vous, ce n'est pas un sujet technique. Et l'impact sur la population est évidemment énorme. 80 000 personnes touchées chaque semaine par des tours d'eau, et récemment, 120 000 Guadeloupéens privés d'eau pendant ce moment. Et le sentiment que ça n'avance pas. C'est inacceptable. L'État ne se soustrait pas à ses responsabilités. Mais il y a des choix qui ont été faits. On ne peut pas dire, à juste titre, qu'il faut plus d'autonomie, plus de respect, plus de capacité d'action des collectivités et des élus, et en même temps être et rentrer dans ce jeu qui consiste, je suis très franc, à dire c'est l'État. C'est pas ce qui a été dit. Hein. L'État doit jouer son rôle, et nous le faisons. Le syndicat, pour ne pas le citer, fait l'objet d'un contrat d'accompagnement qui a été renforcé depuis 2023. L'État est aux côtés du syndicat avec un soutien financier et technique, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie. Il y a des experts de niveau 9 qui ont été mis à la disposition du syndicat par l'État. Chaque année, il y a une subvention de plus de 20 millions d'euros, et il y a la participation au plan pluriannuel d'investissement à hauteur de 83 millions d'euros pour l'État. L'Europe met 71 millions d'euros, le département, la région, les communes mettent de l'argent. Il y a de l'argent, 213 millions d'euros, mais il faut que ça fonctionne, il faut que ça marche. Je l'ai dit publiquement, donc je le répète ici. Le syndicat doit rétablir sa stabilité financière le plus vite possible. Pour cela, il faut des réformes sociales pour réduire les charges et donc le personnel. Il faut des changements au niveau de la direction. Il faudra que tout le monde soit solidaire dans cette affaire-là. Et il faut que ce plan se mette en place d'ici le 30 juin. Et les élus, ils le feront, devront en responsabilité défendre ces mesures pour éviter ou limiter tout mouvement social de réplique. Mais le préfet ne laissera pas, comme nous l'avons connu il y a quelques semaines, des dégradations qui pèsent énormément, non seulement sur l'image de la Guadeloupe, mais d'abord sur les Guadeloupéens. Le président Ferdi Louisi, le président du département, le président de la région sont tous d'accord sur cette idée. Le président Louisi assumera, il me l'a dit, ses choix, donc nous l'aiderons et nous serons à ses côtés. Deuxièmement, les factures doivent être payées et les charges d'exploitation réduites. Et enfin, le plan pluriannuel d'investissement que j'évoquais doit être poursuivi pour le renouvellement des canalisations ou la réparation des fuites. Et puis il faut expliquer et communiquer. Voilà. Économie guadeloupéenne qui dispose de nombreux atouts, même si les chiffres ont été rappelés. Et des secteurs d'avenir qui doivent permettre de créer de l'emploi et ainsi de donner des perspectives d'avenir à la jeunesse. Parce que le troisième sujet, et là c'est plus un problème conjoncturel, c'est un problème structurel qui est celui de la démographie. Une société qui vieillit, qui voit perdre de la population. Vous avez mis le doigt sur un certain nombre de mesures concrètes qui doivent faire l'objet d'un certain nombre d'évolutions. Donc, il faut qu'on favorise la production locale, l'autonomie alimentaire quand on parle de l'agriculture, et il faut qu'on dynamise les secteurs. Vous avez parlé du tourisme, je sais que j'ai dit hier au président, hier ou avant-hier, je crois un peu plus, au président de la région, que nous devons retravailler avec le préfet et les services de l'État sur les grandes priorités en termes de chantier. Il y en a quelques-unes. Il y a peut-être des choix à faire sur le plan financier, côté région, en respectant toute l'autonomie, côté État. À ce stade, nous ne pouvons pas nous passer de commande publique. Donc, les dossiers qui sont importants, qui sont engagés, les infrastructures notamment, elles doivent aller jusqu'au bout. Et pour cela, il faut qu'il y ait un dialogue avec les services de l'État et les services de la région pour qu'on trouve le bon choix.
pour que la région qui a beaucoup investi, qui a beaucoup aidé les autres collectivités, ne se retrouve pas en difficulté. Donc on va y travailler, Monsieur le Président, sur ce sujet. C'est clair que sur l'octroi de mer, ça ne sera pas dans un texte de loi Vichère. Sur l'octroi de mer, il faut avancer. J'ai entendu ce qui était dit qui me paraît juste et intelligent, évidemment. Il ne faut pas casser l'outil, ça n'aurait pas de sens. Mais il faut le transformer, il faut le faire évoluer. Je suis preneur. Et on va avancer là-dessus. Je suis preneur. J'espère qu'on sera encore au moment du projet de loi de finances 2026. Je suis preneur là-dessus parce que moi je respecte l'autonomie des collectivités locales. Il y a évidemment la capacité de l'asseoir sur la consommation, mais travaillons là-dessus avec les collectivités territoriales, avec les acteurs économiques. Je pense qu'on peut être efficace. Et après, sur la vie chère, frais d'approche, concurrence, contrôle, transparence. Je suis heureux que les consommateurs s'investissent. Je vois bien, vous voyez, toutes les limites. On a le pacte Martinique est mis en place. Il y a des choix qui ont été faits par la Martinique concernant l'octroi de mer. L'État a pris ses responsabilités sur la TVA, mais on voit bien que la transposition en Guadeloupe a évidemment, on va dire, a ses limites. Donc il faut qu'il y ait un ensemble de mesures sur le plan économique, sur le plan fiscal, sur le plan des normes et évidemment sur la vie chère. Moi je suis déterminé à avancer. Moi je suis pro-entreprise. Je crois en l'entreprise, en sa capacité à créer de la richesse, de la valeur et de l'emploi. Mais même si je n'ignore pas l'aspect étroit des économies iliennes, je pense qu'il faut qu'il y ait de la transparence. Parce que sinon, on ouvre les vannes ou des espaces à la mise en cause du monde économique.